Nous sommes maintenant avec M. Denis Lépine, président de l'association Les Moucheurs Endiablés de Mont-Tremblant. M. Lépine, merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi, Vincent. Fanta- Heureux d'être ici parmi vous, première fois à la TVCL. Fantastique. Donc, j'aimerais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Les Moucheurs Endiablés, c'est une association de pêche à la mouche qui existe depuis combien de temps à Mont-Tremblant? L'association a été fondée il y a exactement 27 ans. Mhm. Elle a été fondée par Denis Landreville, qui est un résident de Mont-Tremblant. Et puis Denis avait fondé l'association avec quelques moucheurs, quelques pêcheurs de l'époque. Et puis l'association a grandi d'année en année. Et puis on en est très heureux. Oui, c'est ça, ça ne ralentit pas. J'aimerais savoir, en tant qu'adepte de la pêche, est-ce que vous préférez qu'on l'appelle un loisir, une activité, un sport? C'est quoi la pêche pour vous? C'est vraiment un sport. Surtout, là, moi, Ok. je ne suis pas le professionnel, OK. mais la pêche à la mouche est vraiment un sport. Je vous dirais même pour certains pêcheurs, un sport de haut niveau. C'est ça. OK. Ben, en fait, ça peut être des sports pour les gens qui pratiquent ça compétitivement, mais pour une personne comme vous ou comme moi qui le pratiquerait moins compétitivement, c'est plus un loisir ou une activité. C'est quelque chose qu'on fait pour se détendre, pour se décontracter. Absolument. Comme moi, dans mon cas, Ouais. je suis président des moucheurs depuis une année seulement. Je n'ai pas le temps, malheureusement, d'être sur la rivière autant que je le voudrais, mais j'ai commencé à prendre des cours et puis je le fais vraiment pour moi comme un loisir, comme une relaxation. Et puis, à mon niveau, ça ira pas plus loin que ça. C'est ça, les raisons qui poussent qui poussent une personne comme vous et moi à entreprendre la pêche pour la première fois, c'est vraiment le processus décisif ou le processus de décision qui nous pousse à pêcher, c'est je suis écœuré, je suis tanné, j'en ai jusqu'ici avec la job, j'en ai jusqu'ici avec mes amis, ma famille. J'aimerais aller passer un certain temps dans les bois, dans l'eau et faire autre chose pour déconnecter. C'est bien ça et j'imagine que c'est la même chose qui est arrivée pour vous. Tout à fait. Ouais. La pêche à la mouche, c'est une discipline, pour moi, là, personnellement, d'une très grande relaxation. Nous sommes près de la nature, nous sommes dedans la nature. Et nous, les mouchards, on pratique la graciation. Tous les poissons que nous pêchons, on les remet à l'eau. En général, au Canada, c'est ce que font la plupart des gens qui pratiquent la pêche à la mouche. Donc, pour moi, très grande relaxation. Est-ce que c'est la loi de la pêche à la mouche que lorsqu'on attrape un poisson et on le remet à l'eau, il faut absolument lui donner un bec avant de le remettre à l'eau? Honnêtement, ça, je ne peux pas dire à travers le monde comment que ça se passe, mais je le sais qu'au Canada, 100% sûr, en général, les pêcheurs canadiens sont très conscients de la nature, l'environnement et remettent les poissons à l'eau. Surtout que c'est une denrée rare. Là. Les Ouais. poissons commencent à disparaître malheureusement. J'aimerais poser une question qui pourrait peut-être sembler bizarre, mais une raison pour ça. On dit que lorsqu'on promène son chien, le chien sent le stress ou l'anxiété, il sent l'énergie de son propriétaire et des gens autour de lui. Est-ce que c'est la même chose pour le poisson? Si moi j'arrive puis je commence à pêcher et que je suis stressé ou que je suis pas aussi relax que je devrais l'être, est-ce que les poissons sentent ça puis ils vont peut-être moins mordre à l'hameçon? Honnêtement, je ne crois pas qu'il existe de données scientifiques par rapport à ça. Moi, je vous dirais que non. OK. D'après moi, les poissons ne sentent Sentent pas absolument rien. Mais la semaine prochaine, je sais que vous allez recevoir Jim, Iredale qui va... qui est un des champions, un champion canadien de la pêche à la mouche. Lui, il a une très grande expertise avec la pêche et les poissons. Peut-être que lui, qui est vraiment un professionnel, peut-être que lui a d'autres réponses à donner que moi. Fantastique. Au niveau du nombre de membres de l'association, au niveau du nombre de personnes qui pratiquent ce sport-là, vous voulez qu'on l'appelle un sport, on va l'appeler un sport. Au niveau du nombre de personnes qui pratiquent le sport, est-ce que ça va en diminuant? Parce que moi, je penserais que de moins en moins de personnes le pratiqueraient parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui passent du temps à l'extérieur, les gens sont sur leur tablette, les gens sont devant le téléviseur, les gens sont sur leur téléphone. Et donc, au niveau du nombre de membres, comment est-ce que ça varie d'année en année depuis 27 ans? Ouais, moi, je vous dirais que malheureusement, le nombre diminue. Et nous, les mouchards, nous avons senti cette diminution-là à partir de la COVID surtout. Ah. Ouais.
la COVID a fait en sorte que on n'a pas de rapport, on n'a pas la vraie raison, mais on le sait que sur papier, exemple, les mouchards, nous étions avant la COVID à environ 300 membres de l'association. Et puis aujourd'hui, ça tourne aux environs de 100, 110 maximum. Puis on sent que ça veut descendre encore. On est obligé des fois d'appeler les vieux membres, de leur dire de renouveler. Parce que nous, l'argent, c'est une OSBL, on ne fait pas d'argent avec ça. Tout le conseil d'administration, c'est à but non lucratif. Mais tout l'argent récolté, à 90 % sert à acheter du poisson et le mettre dans la rivière parce qu'il y a de moins en moins de poissons, malheureusement. Donc, on le sait qu'en prenant nos chiffres de 2019, 2020, 2021, 2022, on voit que la COVID a vraiment créé cette diminution-là. Pourquoi? Honnêtement, on ne le sait pas. Est-ce que ça ne devrait pas être le contraire? On est enfermés dans nos maisons, on est en quarantaine, on est couvre-feu, je suis dans la maison tout le temps. Je vais profiter de la fin de semaine pour sortir dehors, aller regarder des arbres, puis baigner dans de l'eau, puis faire quelque chose d'agréable en plein air. Oui, on s'est tous posé cette question-là. Ouais. Pourquoi il n'y a pas eu une augmentation? Moi, personnellement, je crois que les gens, il y a eu un laisser-aller en se disant, on va pêcher de toute façon. La rivière, elle est là. Les lacs sont là. Et puis bon, l'histoire de payer, de devenir membre, on dirait que c'est quelque chose que les gens ont laissé de côté. Okay. Un peu comme un écœurement de dire on est tanné de ci, on est tanné de ça. Les gens ont procédé à des changements importants dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Là, je parle de Mont-Tremblant, qui ont acheté ou qui ont été ailleurs. Donc, il s'est passé plusieurs choses après la COVID. Puis, en tout cas, chose certaine, nous, on le voit dans nos livres, les gens ont décidé de moins payer. Mais par contre, on les voit pareil. Les gens sont sur la rivière, malheureusement, puis ils n'ont pas le goût de payer. Il y a très peu de personnes qui profitent autant des ressources en eau que les pêcheurs. Et donc, il y a très peu de personnes qui peuvent mieux parler ou qui sont plus en mesure de parler de la situation des ressources en eau que les pêcheurs et que le président d'une association de pêcheurs. Et donc, vous pouvez très, très, très facilement nous dire la situation, nous dire comment ça se passe, où sont rendues les initiatives de protection des cours d'eau, est-ce que ça a des effets dans la région? Et donc, vous me disiez également que c'était une des raisons pour laquelle vous avez décidé de vous lancer là-dedans. Oui, moi, pour ce qui est de la protection de l'environnement, bon, ça fait seulement qu'une année que je suis le président des mouchards. La semaine prochaine, on a un conseil, une assemblée générale des mouchards. Ça fait partie d'un long plan de comment est-ce qu'on voit le futur. Et puis, c'est certain que nous, pour ce qui est du futur, l'environnement, on va s'en occuper beaucoup plus que par le passé. On n'a pas vraiment de vraies statistiques, de vrais rapports qui ont été faits, exemple, pour la rivière de la Diable. Ouais. Ça fait partie de nos plans. Bon, c'est sûr qu'il y a des coûts importants rattachés à ça. Il faut s'associer probablement même avec des universitaires, des gens qui ont le goût de faire une maîtrise ou un doctorat. Puis bon, on va aller les chercher, on va les appuyer, puis ils vont pouvoir nous donner leurs données. Pour le moment, nous, là, après, en tout cas moi, après une année en fonction, je ne pourrais pas vous dire voici l'état de la rivière La Diable, voici la détérioration dans les 10 dernières années. On n'a pas ça, malheureusement. Mais on veut le faire parce que ça fait partie des choses importantes. L'association des mouchards, elle a été créée justement, oui, parce que c'est une discipline sportive, c'est quelque chose qui est agréable pour ceux qui aiment ça, mais en même temps, les mouchards endiablés, ce sont les protecteurs de la rivière La Diable. Et puis, on a besoin de beaucoup plus de données et pour ça, on a besoin de grandir. Et là, bon, c'est ça, on travaille sur un plan de comment est-ce qu'on voit les 5 prochaines années, surtout avec les changements climatiques qui sont vraiment à leur rendu, comme on le sait, là, on le sent plus, là, les changements sont vraiment rendus parmi nous, donc c'est important d'agir, puis on travaille fort pour ça. Et donc, vous serez en mesure de procéder à des études et éventuellement présenter les résultats de cette étude-là. Par contre, le pouvoir décisionnel réside autre part, dans les instances gouvernementales, dans les différents paliers.
croyez-vous que ces paliers municipaux, provinciaux, fédéraux, mais plus particulièrement municipaux dans la région, font ce qui est nécessaire pour remédier à la situation climatique et protéger les ressources en eau? Moi, je vous dirais que pour le dossier général là, de la situation climatique au Canada, là, on va parler, mettons, du pays, là, moi, je vous dirais que depuis 2018, Oui. la conscience grandit chez les politiciens et chez la population. Moi, je me souviens, là, je suis un réalisateur de télévision là, depuis plusieurs années, je me souviens de Jean Charest, notre ancien premier ministre. À l'époque, il était un jeune ministre de l'Environnement pour Brian Mulroney. Je crois qu'il avait 26 ou 27 ans. C'était un des plus jeunes ministres. C'est lui qui a représenté le Canada à ce qu'on appelle le sommet de Rio en 1992. Moi, comme jeune réalisateur, j'étais là avec... J'ai vu comme un peu, c'était la première grande assemblée planétaire qui touchait les changements climatiques. Et malheureusement, entre 1992 et 2015, là, tant qu'à moi, il ne s'est pas passé grand-chose, malheureusement, surtout au point de vue conscience du public. Par manque de mobilisation, à quel niveau? Ah, moi, je vous dirais, là, c'est vraiment comme le même dossier que la cigarette. C'est très clair que les compagnies pétrolières sont au fait depuis les années 70 de cette problématique-là de ce qu'on appelle le CO2. Oui. Et puis ces gens-là ont tout fait pour retarder le processus. C'est très simple. Vous savez, aujourd'hui, vous avez seulement qu'à mettre le doute chez une personne. Vous semez le doute. Puis une fois que le doute est semé, on fait comme, bah, quelqu'un d'autre va s'en occuper. C'est très triste parce que ces gens-là ont vraiment gagné la première manche. Et c'est pour ça que nous, rendus en 2023, il y a tant de problèmes. Normalement, là, on devrait être beaucoup plus avancé dans ce dossier-là. Surtout, comme je vous dis, que depuis 1992, il existe des conférences internationales, mondiales sur les changements climatiques, puis ça n'a pas vraiment avancé. Donc, ça, c'est au point de vue international. Point de vue local, exemple, comme dans une municipalité de Mont-Tremblant, encore une fois, là, c'est nouveau. Je le sais que Mont-Tremblant fait de plus en plus des efforts. Si je compare, moi, avec Mont-Tremblant aujourd'hui et Mont-Tremblant il y a 10 ans, il y a beaucoup plus d'avancées. La conscience, elle est là, mais il faut appliquer. Et puis, il faut faire comprendre à la population, aux gens, que c'est eux qui ont le dernier mot. Oui, si les gens ne s'occupent pas de leur environnement, si les gens ne comprennent pas ce qui se passe, il ne se passera rien dans ce domaine-là. Nous, les mouchards, c'est ça, moi, comme président, je me donne comme objectif de faire comprendre dans un futur approché là, pourquoi que c'est si dangereux que ça, les changements climatiques. Parce qu'il faut comprendre, les changements climatiques apportent tranquillement la mort de la biodiversité. Et la biodiversité, là, nous, on en fait partie. Si notre biodiversité commence tranquillement à disparaître, à mourir, comme on le voit avec les insectes, on le voit là. Un scientifique viendrait à votre émission, là, puis il pourrait vous donner des exemples là, pendant 1 heure de temps sans arrêt. Notre biodiversité, elle est en train de mourir et nous, les hommes, en faisons partie. Et tranquillement, nous, on va s'éteindre avec tout ça s'il n'y a pas une conscience collective. C'est pas quelque chose, là, c'est pas, ça n'a pas rien à voir avec la religion, c'est quelque chose qui est vraiment... Non, c'est des faits. Ce sont des faits scientifiques. Là. Sur la planète, là, on a vu, au travers de l'histoire de notre planète, plusieurs espèces qui ont disparu. Puis malheureusement, nous, nous sommes une espèce avec. Est-ce que la base, la racine, la fondation du problème est-elle aussi simple que juste on est trop sur la planète? Ou est-ce que c'est plus loin que ça? Est-ce que c'est... Oui, disons qu'on pourrait être 10 milliards. La planète a suffisamment de ressources pour faire vivre 10 milliards de personnes si elles ont les bonnes habitudes de vie. Est-ce que c'est quoi comme le problème le plus pressant? C'est les habitudes ou la quantité de personnes? Le nombre, là en ce moment, nous sommes environ 8 milliards, oui. Mais le nombre, même si on va à 10 milliards, il n'y a pas de problème pour ça. La problématique, c'est vraiment le pétrole, le gaz, le charbon. Le train de vie que ces 8 milliards, que ces 10 milliards de personnes veulent avoir, c'est ça? Bien, là, en ce moment, là, on n'est pas rendu à 10 milliards, puis on ne se rendra peut-être jamais non plus. Entre vous et moi, il y a très peu. Il y a très peu de... Exactement. Très peu de chance.
C'est certain, exemple, moi, je voyage beaucoup. Les fois que je suis allé aux Indes, je me dis, mon dos, ils sont déjà rendus à 1,4 milliard. Je ne serais pas surpris que dans 4 ans, ils soient rendus à 2 milliards. ouais. Là. Mais l'histoire là-dedans, c'est que nous soyons 8 milliards ou 10 milliards, si les hommes prennent conscience de vraiment là, le cœur du problème, et le cœur du problème, il est simple, tout le monde le sait, c'est les produits pétroliers, le gaz et le charbon. 60% des émissions mondiales proviennent de là. Donc, il y a l'élevage de bétail également qui compte bon, beaucoup. ça, on rentre ça dans l'alimentation. OK. L'alimentation, là, il peut compter facilement pour un 12% avec. Puis moi, je le sais, là, quand j'étais plus jeune, l'exemple par rapport à la viande, j'en mange un petit peu de viande, mais j'ai quand même énormément coupé. Et quand j'étais dans la trentaine, la jeune trentaine, j'ai eu un problème avec mon cœur. Et par chance, j'ai rencontré des cardiologues qui m'ont fait comprendre, Denis, il existe des études aujourd'hui qui prouvent que la viande, c'est pas bon pour notre corps. C'est vraiment pas bon. Moi, aujourd'hui, là, si je vais dans un restaurant avec vous et je prends un steak, là, je sens presque à l'intérieur d'une minute les effets négatifs. Mais comment ça peut être pas bon? C'est l'homme, l'homo sapiens sapiens, l'homo erectus, l'homme de Cro-Magnon, le Néandertal, il y a de cela des centaines de milliers d'années, se nourrissait de viande. C'était quasiment notre matière première, avec certaines baies et noix. Mais comment est-ce que quelque chose qu'on fait depuis si longtemps, à sa base, pouvait être si nocif pour nous? Vous savez, ce que vous venez de dire est vrai, mais par contre, des nouvelles études prouvent aujourd'hui que les hommes, si on recule dans le temps, là, de 1 million d'années, 100 000 ans, tout ça, ne mangeaient pas autant de viande qu'on ne pense. Parce que de tuer un animal, il y a 100 000 ans, c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Et puis donc, eux, à cette époque-là, exemple, là, si on recule de 100 000 ans, quand ils avaient la chance, exemple, de tuer un animal et de ramener cet animal-là dans leur village, c'était le gros party. Là. Oui, les gens mangeaient cette viande-là, mais c'était peut-être la seule fois dans l'année. Le reste du temps, les gens mangeaient des noix, mangeaient de l'herbe, des choses comme ça. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les cardiologues parlent souvent de manger des produits plus santé, végétariens, tout ça. Parce que notre corps, honnêtement, n'a pas vraiment besoin. Puis moi, j'en suis honnêtement une preuve, je le sens. Mais ça, c'est pour nous, c'est notre corps physique. Donc, la viande, c'est pas bon pour nous. Mais non seulement que c'est pas bon pour nous, la viande, la production de la viande, c'est pas bon non plus pour notre planète. Produire un Big Mac, ça prend quasiment 10 litres d'eau, là, tu sais. Puis on a l'Afrique qui est en train de sécher. Et donc, si on change nos habitudes, si on abandonne les combustibles fossiles, si on change notre train de vie, qu'on soit 8 ou 10 milliards, est-ce qu'on a trouvé la solution? Est-ce que tout est réglé? Est-ce qu'on peut réverser les changements climatiques? C'est quoi l'état de fait, là? La tristesse dans tout ce dossier-là, c'est que les émissions de CO2 que nous avons déjà mis dans l'atmosphère, que l'homme a mis dans l'atmosphère, vont rester là pour 1000 ans. Donc, c'est ça la tristesse, c'est que nous, là, malheureusement, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, puis c'est important de le faire, c'est de les diminuer. Puis en les diminuant, bon, ben au moins ça n'augmente pas. Et puis le temps va faire en sorte que ça va redevenir un jour, dans 1000 ans, comme nos ancêtres l'ont connu. Moi, j'ai bon espoir les nouvelles générations, les milléniums, les Gen Z, tout ça. Les jeunes sont beaucoup plus conscients. Éveillés à ça. Éveillés. Donc, tant mieux. Parce que les plus vieux, malheureusement, c'est triste à dire, mais bon, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ouais. Mais pour le moment, la science, elle est très claire. Ce n'est pas une cause perdue, mais la fenêtre rapetiste. Il reste environ 8 à 10 ans avant que l'homme rentre dans une situation qu'on appelle en anglais les tipping points ou les points de non-retour. Exemple, je vais donner un exemple parce que souvent les gens me disent « Ouais, ça veut dire quoi, c'est un point de non-retour? » Regardez, je pense que c'est un bon point de chute pour notre prochaine entrevue parce que là, on va manquer de temps, mais on serait absolument très heureux de vous recevoir de nouveau pour
discuter de ce tipping point-là et de ce qui peut être fait pour l'éviter. Ça va me faire plaisir. Puis surtout qu'on organise un tournoi, Oui. le 19e championnat canadien de pêche à la mouche, qu'on va tenir au mois de juillet, du 6 au 8 juillet. Donc, Puis nous, on va avoir toute cette information-là, on va la diffuser lorsque les détails sortiront. exactement. Fantastique. Merci beaucoup, beaucoup, M. Lépine. Ça me fait plaisir. Bonne journée.